Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. On est le lendemain de la conférence de presse d'Olas, Ponceau et Chérou sur la situation sportive du club et pour présenter les trois nouveaux là du mercato. J'ai bien fait exprès d'attendre la vidéo de Thomas, aussi de Antoine, des éditos, pour voir ce qu'ils diraient et surtout quelles phrases ils avaient retenues. Et alors ce qui est cool, c'est que moi j'ai tiqué et j'ai pété des caps sur d'autres phrases en règle générale. Et je pense que ça va être intéressant de revenir dessus parce que franchement, il y a des trucs. Alors, déjà, on va commencer par le classique. Il faut toujours parler de ça, hein. C'est Olas qui nous dit la même tambouille. Ça fait 25 ans qu'on est qualifié en Coupe d'Europe. Voilà, on la connaît. À chaque fois, on a espoir qu'il ne la fasse pas parce qu'à chaque fois, la situation du club est pire qu'avant. L'année dernière, on était 7ème, on n'était pas si loin que ça. On pouvait croire encore à peut-être une remontée au classement. Mais déjà, à ce moment-là, c'était un peu indécent de toujours parler de j'ai 35 ans d'expérience. Voilà, vous savez, quand on gère une entreprise, etc., etc. Bon, soit. Là, c'est l'année d'après. On est 10ème. On est à 48 points de la 3ème place. Mais même, on est super loin, ne serait-ce que du 6ème. Là, c'est pas le moment de se fanfaronner. Et moi, j'avais quand même espoir que peut-être il allait juste arrêter de dire ces genres de phrases. Eh bien non, il ne mettra pas d'eau dans son vin. Et il a fait pire. Il a dit une phrase assez incroyable, une punchline, vraiment. Il a dit « Qui mieux que moi-même » Déjà, le truc, on dirait une pub pour Renault. « Qui mieux que moi-même pour retrouver le plus haut niveau ?» Donc, waouh, il est ce qu'on appelle de l'arrogance. C'est quand même assez incroyable. Surtout, ce qui est dingue, c'est que plus loin, dans la conférence de presse, à un moment donné, les journalistes vont dire « Oui, mais vous avez pas l'impression que... Oui, mais vous pensez pas que... » Et lui, à chaque fois, il a fait ça 2 ou 3 fois, il a répondu « Mais oui, mais vous auriez fait quoi à ma place ?» Et au début, tu dis « C'est une petite tournure de phrase. » Non, il était vraiment sincère. C'est-à-dire qu'il a vraiment demandé « Mais oui, voilà, moi, je suis à l'écoute. Je suis prêt à écouter vos conseils. » Il y a une bipolarité et un non-sens total entre avoir une posture en mode je suis le meilleur, j'ai l'expérience, écoutez-moi, ça va bien se passer, et de l'autre côté, avouer que bon bah voilà, on fait pas tout bien, on est preneur pour des conseils. Ça n'a aucun sens. C'est très bizarre de procéder comme ça. Donc ça m'a bien fait tiquer. Alors bon, maintenant on va parler un petit peu du mercato et des investissements qui ont été faits. Alors, il y a un moment donné, Olas, le journaliste, en fait, lui demande si l'objectif avec ce cycle de 3 ans, dont ils ont beaucoup fait mention, c'était de revenir en Ligue des Champions. Et lui, il a répondu la phrase suivante. Quand on fait des investissements considérables, il dit bien considérables, hein, donc dans l'année 2019-2020, on a fait un investissement de 126 millions d'euros. Ensuite, il dit oui, en 2021 et 2022, on a aussi fait des investissements conséquents et donc oui, il faut viser le haut du championnat de France. Moi, ce qui me tue, c'est on a fait un investissement de 126 millions d'euros. Ouais, ok. T'es au courant que t'as vendu des joueurs aussi? On oublie ça? Parce qu'il y a un petit truc là, il y a une histoire de on a une balance positive depuis 10 ans. Moi, je vais regarder un petit peu l'année 2019-2020. On a vendu qui? Ndombele pour 45 millions d'euros. Il y en a certains qui vont me dire, bah non, c'est 60. Non, c'est quoi 45 parce qu'il y avait 15 millions d'intéressement pour Amiens. On va faire les choses bien. On a Mendy pour 43 millions d'euros, parce qu'il y a 5 millions d'intéressement pour le Havre. Ensuite, on a Fekir 22. On a Ferry 2 millions. Et après, on avait Touzard au mercato d'hiver pour 25. Si on fait le calcul de tout ça, on est à peu près 135 millions d'euros au total. En fait, on n'a pas dépensé. Au mieux, on a été à l'équilibre en 2019-2020. Alors, ok, il y a un petit peu de transfert, il y a plus de transferts, il y a plus en quantité. Donc, on a rajouté un petit peu de salaire en plus. Mais tu peux pas parler d'un investissement conséquent, c'est pas possible. Il y a des clubs comme Nice, ils ont augmenté la quantité de leur effectif, ajouté beaucoup de gros salaires, mais ils ont en plus de ça
payer ses joueurs. 10 millions, 15, 20, 25. Il y a des mercatos, il y a 1 an, 2 ans, Nice, ils avaient une balance sur des mercatos négative à hauteur de 60 millions. C'est-à-dire qu'ils avaient dépensé beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient vendu. Ça, là, tu parles d'investissement. Là, tu dis, voilà, on a investi. Marseille, c'est pareil. Nous, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Et j'en viens d'ailleurs à un autre fait que peut-être certains oublient, c'est que à ce mercato, quand on fait la balance du mercato, on a plus vendu que acheté. C'est-à-dire que les trois, là, Léovren, plus Amin Sarr et le Brésilien Jefinho, c'est bien beau, mais tu as utilisé quelque part l'argent de la vente de Malo Gusto. Moi, je veux bien qu'on achète ces joueurs, qu'on vende Malo Gusto. On a conservé Malo Gusto, donc techniquement, tu t'es un petit peu renforcé, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, t'as pas fait d'investissement. T'as pas fait d'investissement. En tant que tel, là, maintenant, t'as pas fait d'investissement. T'as gagné de l'argent avec ce mercato. Et ça, il s'agira pas de l'oublier pour l'été prochain. Parce que, faut pas oublier que là, maintenant, John Textor, ça y est, il a acheté le club. C'est bon. Et il a augmenté le capital à hauteur de plus de 80 millions d'euros. Et on nous avait parlé, on nous avait dit clairement, il y aura 40 millions qui sera réservé pour l'équipe première. Ils avaient bien précisé, c'est pas 40 millions qu'on mettra sur le mercato d'hiver, mais il y a une partie qui sera là pour renforcer l'effectif au mercato. Techniquement, on n'a pas utilisé le moindre centime de cette enveloppe. Moi, ça me va, puisque Malo Gusto, on l'a vendu, mais on l'a encore dans l'effectif. Donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, si à l'été prochain, tu as encore une balance positive, ça en dit long sur le projet. Parce que tu peux parler de « ouais, on a fait ci, on essaye de remonter la barre, on essaye de vraiment faire en sorte qu'on entame un nouveau cycle de 3 ans et que ça va aller mieux l'année prochaine, on va retrouver la Ligue des Champions, tout ça, c'est très bien. » Mais à un moment donné, l'argent se coupe. C'est important dans le foot. Je vais prendre un exemple tout bête. Marseille. Marseille, il y a 2 ans et demi, ils sont pas bien du tout. Il y a 2-3 ans, là, quand c'est la fin de leur Champions OM Project, que t'as, je ne sais même plus comment il s'appelle, le mec à lunettes qui était détesté de tous les Marseillais, qui s'est fait dégager, et que t'as eu l'épisode de la commanderie. Ce moment-là, quand Longoria est arrivé au milieu de saison, ils étaient 6-7e, donc ils étaient même pas garantis d'aller en Ligue Europa. Et c'était l'année où nous, Lyon, on a fini avec 76 points, donc les 4 premières places étaient morts. Longoria est arrivé, ils étaient dans le rouge financièrement, ils étaient dans le viseur très très sérieusement de la DNCG, donc ils pouvaient pas faire n'importe quoi. Et là, comment ils s'en sont sortis? T'as Franck McCourt qui a donné les garanties en disant bah si on merde, je suis prêt à injecter encore d'argent. Et ce qui s'est passé au mercato, ils ont recruté la terre entière. Et quand tu fais la balance à ce mercato d'hiver alors qu'ils n'étaient pas bien, ils ont plus dépensé que vendu. On va faire le compte, parce que c'est assez intéressant de voir ça. Alors, en vente, ils ont vendu pour 24 millions avec Sanson et Bounassar. 9 millions Bounassar, Sanson 15 millions. Et ensuite, ils ont fait partir en prêt Maxime Lopez, Strootman, Radonjic. Et ils ont fait partir libre Mitroglou. Ça, c'est les départs. Donc 24 millions, 3 mecs en prêt et un mec, un gros transfert qui dégage. En arrivée, 12 millions, Luis Enrique. Milik, 12 millions. Alvaro, 4 millions. Tongia, je sais même pas qui c'est ce mec, 8 millions, j'ai découvert ce transfert. Ensuite, t'as Ngatomo, Pape Gueye qui sont arrivés gratuits. T'as Balerdi, Lirola, Cuisance qui sont arrivés en prêt. Et en plus de ça, t'as Sampaoli, l'entraîneur, tu lui as payé, je pense, un bon salaire. Un bon gros salaire. C'est pas un petit entraîneur. Donc à la fin, t'as 32 millions, plus 3 prêts, plus 2 transferts libres. Mais le pire, c'est l'année d'après, tu décroches une petite Ligue Europa. C'est sympa, c'est bien, mais c'est pas des rentrées d'argent exceptionnelles.
qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent pour 2 millions. C'est Maxime Lopez. Sinon, ils vendent libre Thauvin, Benedetto, Germain, Ngatomo, Sakai et Kawi. Donc pas mal de salaires dont ils se délestent. Et ils vendent en prêt Strootman, Radonjic, Amavi, Perrin. Donc si on fait le compte, ça fait qu'ils ont vendu, donc ils ont dégagé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecs secs. Ils dégagent, c'est bon. Et ils ont fait partir en prêt 4 mecs. Ça fait 11 gars 11 départs au total. En arrivée, Gerson, 25 millions. De La Fuente, 3 millions. Balerdi, 8 millions. Luan Pérez, 4,5 millions. Lirola, 6,5 millions. En plus de ça, en prêt, t'as Guendouzi, Saliba, Under, Paul Lopez, Aminarit qui sont arrivés en prêt. Et en plus, c'est des mecs, ils venaient de Première Ligue, d'Allemagne, ils n'avaient pas des petits salaires. Et en plus de ça, t'as Kolasinac et Bakambu qui sont arrivés. Donc ça veut dire que les mecs, en l'espace de un mercato d'été et d'hiver, on a donc concrètement une dizaine de personnes qui sont parties en prêt, qui sont parties libres. On a 3 ventes. Et du côté des arrivées, ils ont fait arriver mais 15-20 joueurs. De 15 à 20 joueurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un renouvellement d'effectifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent dépensé. Parce que du coup, à l'hiver, tu as une balance négative, mais à l'été, 2 millions récupérés alors que tu as dépensé 45 millions. Tu as une balance négative, mais là, sacrément négative. Là, ça, c'est de l'investissement. Quand on parle de Marseille, aujourd'hui, ils sont au top. Limite, aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce qu'ils peuvent concurrencer le PSG cette année. Et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, je vois même pas un supporter lyonnais qui pourrait aujourd'hui débattre de est-ce que l'OM et l'OL boxent dans la même catégorie. Pour moi, c'est officiel. Avec ce mercato, il n'y a même plus de doute. C'est-à-dire que ce mercato d'hiver qu'ils ont fait avec Vitinha, Unai, pardon, c'est monstrueux. Genre, maintenant, c'est officiel que quand on va les rencontrer, je vais juste prier pour qu'on prenne le moins de buts possible. Je suis peut-être un peu défaitiste, mais honnêtement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont trop forts par rapport à nous. Nous, on est largués. Eux, ils sont en train de construire un bel effectif et ils sont en Ligue des Champions chaque année. Il y a quelque chose qui se passe là-bas et même s'ils étaient dans le rouge, dans le viseur de la DNCG il y a quelques années, aujourd'hui, ils ont des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus importantes. Et tout ça pour dire quoi? Ok, notre ami Longoria, il a fait du super boulot. Ok, ils avaient une grosse cellule de recrutement, elle a très bien travaillé, il y a eu beaucoup de bons coups qu'ils ont réalisés au mercato. Ok. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi et surtout la thune, le fric, la moula, l'oseille, appelez ça comme vous voulez, mais c'est à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc c'est bien mignon de parler pendant 1 heure, de dire ouais, Bruno Chéroux, Vincent Pousseau, ils font de leur mieux, peut-être. Et en vrai, c'est pas eux qui sont responsables de ça. La thune, c'est pas eux, ils font avec l'argent qu'on leur donne. Bruno Chéreau, Vincent Ponceau. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Chéreau, tu te critiques, mais en fait, en soi, il n'a pas une marge de manœuvre très élevée. Donc, ça, c'était pour le petit cas Aulas, qui nous parle des investissements qui ont été faits par l'Olympique Lyonnais. Ensuite, alors il y a quand même une petite phrase à mentionner, qui sera intéressante pour plus tard, c'est qu'il dit « On prépare l'année prochaine pour aller en Ligue des Champions dès l'année prochaine. » Voilà, donc il a dit, il affiche les ambitions. Il n'a pas dit l'année prochaine, on va essayer de recoller un peu, de retrouver l'Europe. Il a dit Ligue des Champions dès l'année prochaine. C'est bien d'être ambitieux, mais voilà, c'est très ambitieux. C'est très très ambitieux. Pourquoi pas? Mais est-ce que vraiment c'est leur vraie stratégie? Parce qu'il faut que ça colle avec ton comportement sur le plan sportif, mais surtout financier. Tu peux pas, à un moment donné, vendre tes meilleurs joueurs, acheter pour moins cher, et espérer avoir la Ligue des Champions. Il y a un moment donné, les autres clubs, ils travaillent, ils dépensent de l'argent,
Rennes aussi, hein, Rennes, mais même Nice, enfin tous ces clubs-là, en fait, ils dépensent au mercato. Ils ont souvent des balances, des transferts négatives. Donc attention, attention. Alors maintenant sur le mercato, il y a pas mal de petites phrases, moi, qui m'ont fait tiquer. Première phrase incroyable. Ponceau qui nous dit: on a changé nos plans au mois de janvier, vers le 10 janvier, après avoir vu les premiers matchs. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, en fait, c'est plus possible. Et il faut changer l'effectif. Il faut faire quelque chose. Alors, c'est très bien. C'est très très bien fait cette réflexion, parce que oui, il fallait changer quelque chose. Maintenant, ma question, c'était quoi votre plan avant? Parce qu'il me semble bien quand même qu'avant, il y avait des petites prémices de certains problèmes qui sont régulièrement mentionnés sur la chaîne de Thomas, mais pas que, sur l'équipe, RMC, ce que tu veux, il y a beaucoup de médias qui en parlaient. Et vous comptiez laisser cette équipe avec les mêmes joueurs jusqu'à la fin de la saison et dans l'optique de finir 4ème, 3ème, enfin comment ça se passe? Parce que, je sais pas, le problème qu'on n'a aucun milieu créatif, on a eu l'occasion d'en discuter pas mal de ça. Les ailiers qui étaient en souffrance, Karl Toko Ekambi qui fait une année catastrophique, 2 buts, et vraiment 6 mois, sur les 6 derniers mois, il était vraiment pas bon. Peut-être que ça avait aussi un lien avec son chute aux supporters. Ouais, rien du tout. Les problèmes d'attitude, le vestiaire qui vit mal. Parce que là, effectivement, les langues se sont un peu délitées sur ce mercato d'hiver. On a beaucoup de gens on a parlé régulièrement. J'ai trouvé que les langues s'étaient un peu déliées là-dessus. D'habitude, c'était un peu des non-dits, même si tous les insiders et tous ceux qui voyaient un peu l'Olympique Lyonnais, tout le monde pouvait se douter qu'il y avait des soucis, que le groupe vivait pas bien, ça se voyait. Et ça, ils l'ont pas vu, eux. Ils se sont pas dit à un moment donné, il faut régénérer cet effectif. Surtout que derrière, plus loin, il nous met cette petite phrase aussi, moi, qui me fait bien rire. En fait, il estime avoir réussi son mercato dans le sens où, en fait, il a réussi à créer du mouvement dans l'effectif pour changer l'état d'esprit. Donc je rappelle qu'on a vendu Malo Gusto et on a prêté 3 mecs. Voilà. Donc je vous rappelle pas le nombre de joueurs que je vous ai listés avec Marseille en la bagatelle de 2 mercatos pour un club qui est dans le rouge financièrement, avec des cas pires que nous, parce que Strootman, faut le vendre, faut le prêter, l'ami Strootman. Et eux, tu peux parler de renouvellement d'effectifs. Nous, 3 mecs qui arrivent, 3 gars qui se cassent, et qui se cassent en prêt, qui vont revenir. Ok. Moi, ça me paraît un petit peu léger. Ensuite, on a une petite phrase mercato qui me plaît pas mal, sur en fait pourquoi on n'a pas pris de 6 expérimentés au mercato, parce que c'était une volonté de Laurent Blanc suite au premier match. Alors c'est intéressant parce que bon voilà, faut pas non plus tout cracher tout le temps sur eux. En vrai, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont pas, c'était pas une demande de Laurent Blanc au début, et c'est après, suite à la préparation pendant la trêve liée à la Coupe du Monde, c'est là où ils se sont rendus compte qu'en fait, ça irait pas, il leur faut un 6 physique. Pourquoi pas? Sauf que quand ils ont expliqué pourquoi ils en avaient pas pris, ils ont dit une phrase qui m'a tué. Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux, avait pris un certain nombre de contacts qui étaient sur le point d'aboutir. Quand on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne, sur Joao, il avait en fait déjà donné son accord avec un club anglais. Ok, c'est qui on? C'est qui? C'est John Textor? C'est un agent lambda? Bonjour le Piquenais, si vous voulez, j'ai un joueur. C'est très bizarre quand même. Je sais pas, c'est pas censé être Chéroux qui est censé identifier et donner la priorité à certains joueurs et en fait proposer finalement des joueurs à l'Olympique Lyonnais, à son entraîneur. Nous en fait, non, Bruno Chéroux il a identifié des joueurs, mais en fait on ne sait pas qui.
propose un joueur, non, en fait, on nous dit quoi faire à l'Olympique Lyonnais. Il y a un mec extérieur, je sais pas qui c'est, qui nous dit quoi faire. Ou alors c'est notre actionnaire, qui connaît rien au foot, qui n'est pas directeur sportif. Il n'a rien à voir avec le sportif, il connaît même pas notre équipe. Il y avait une vidéo de Olas avec lui, où Olas lui explique comment on joue, avec quel joueur, comment il s'appelle. Même Olas, d'ailleurs, ce qui est le comble, c'est que lui-même, il n'arrive plus à se rappeler du nom de nos propres joueurs. On le sait qu'il connaît pas notre effectif, et que d'où il va nous dire, ah tiens, prenez-lui, prenez un tel. Dans tous les sens, qui que ce soit, un agent, textor, un journaliste, ça n'a pas de sens. Cette phrase, elle est dingue. Et là, il n'y a pas de... c'est la phrase de Jean-Michel Aulas. C'est pas un gars en off qui aurait entendu quelqu'un dire que... Non, c'est vraiment Aulas qui te dit noir sur noir, on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne. Bah refuse. Si tu l'as pas identifié, si t'intéresses... Aucun sens. Pareil, après, il dit quoi ? On a laissé la priorité d'information à notre actionnaire John Textor. La priorité d'information. Ok. Déjà, j'arrive pas à comprendre la phrase. C'est la priorité d'information à notre actionnaire John Textor. La priorité d'info. Genre, tu l'informes en priorité. Oui, ok. Bruno s'est déplacé sur place. Et un peu plus loin, il dit, bah, du coup, ceux qui étaient, ceux avec qui on était en contact, très avancé, qu'on avait identifié, et ben ils n'ont pas apprécié. C'est, ouais, le fait que ton directeur du recrutement se déplace personnellement pour aller voir d'autres joueurs, c'est un signe que finalement, toi, on te prend un peu pour un con. Ou alors qu'on n'a pas vraiment envie de te prendre. Est-ce que c'est pas compréhensible que le joueur il se dise oula, dans quoi je m'embarque? Moi je trouve que Bruno Chéroux il s'en prend un petit peu trop plein la gueule. C'est-à-dire que le gars il a pas non plus un budget limité. Parce que quand vous regardez aussi Marseille là, j'ai mis des mecs, Luis Enrique 12 millions, c'est un flop total. Donc je veux bien qu'on tombe sur lui sur Romain Fèvre parce que c'est une énorme connerie. Mais je trouve qu'il a pas tort quand dans cette conférence de presse, il parle du fait que si vous faites le bilan de ce qu'il est de tous les mecs qui sont venus à l'Olympique Lyonnais pendant sa période, il n'y a pas que des chèvres. Le Penant, pour le prix qui a été payé, c'est pas cher. Tagliafico, 4 millions, c'est un super joueur. Moi, je trouve que Lacazette, Tolisso, Lovren, bah oui, ça manque d'idées, mais d'un autre côté, c'est pas bête. C'est pas si bête que ça, c'est aussi des mecs qui sont attachés au club qui, eux au moins, t'es certain qu'ils vont pas t'appeler pour dire j'ai envie de me casser. A priori. Je trouve que quand même, il faut pas tout caricaturer et penser que Chéroux est responsable de tous les maux de l'Olympique Lyonnais. Mais, on a quand même des petits indices dans des petits bouts de phrases par-ci par-là qui te laissent quand même supposer fortement que c'est pas non plus le meilleur des directeurs du recrutement. Parce que faire ça, c'est quand même un peu de l'amateurisme. Hein. Je suis pas un expert. Moi, c'est vrai que c'est facile pour moi, je suis supporter. Mais quand même, ça me paraît quand même bizarre. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme autre phrase? Alors après, on a du Luca Gusto. Alors lui aussi, il m'a fait péter un câble. Donc on a Aulas qui nous explique sur le fait qu'on ait vendu Gusto. Oui, mais quand tu peux mettre ta famille à l'abri, avec un grand club comme Chelsea qui arrive, qui te propose un gros contrat, 7 à 8 fois supérieur à ce que te donne l'Olympique Lyonnais, c'est dur pour le joueur et sa famille de résister. Ok, très bien. On a aussi Ponceau, par contre là qui ajoute, il n'a pas souhaité l'été dernier prolonger son contrat parce que la situation faisait qu'il arrivait à 1 an de la fin de son contrat, à la fin de la saison. Donc en gros, il a refusé de prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais et potentiellement le valoriser, avoir un plus gros contrat, parce que lui, il voulait partir soit libre dans 2 ans, soit partir au mercato d'après, parce que moins tu as un contrat élevé, plus tu as de chances qu'il y a des clubs qui s'intéressent à toi parce que tu coûtes moins cher. Moi, la décision du joueur, après, c'est sa décision, il n'y a pas de souci. Maintenant,
Ça, c'est pas ce que j'appelle un mec qui mouille le maillot. Enfin, c'est pas ça. Non, c'est pas qu'il mouille le maillot, il n'y a pas de souci en fait. En soi, si sur le terrain tu mouilles le maillot, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même, ça montre que le mec, il n'était pas super attaché au club. Il n'était pas très intégré par le projet. Dans un club, de toute façon, t'as pas besoin que tous y soient intégrés dans le projet. Tu peux aussi avoir des mecs qui viennent, ils font le taf sur le terrain, et après tu les vends plus cher, ça, tout le monde y trouve son compte. Donc, tant que t'as au moins des mecs qui sont concernés par le projet, des leaders, des capitaines, des gars qui, eux, ils veulent pas partir, avoir de temps en temps des mecs qui viennent, ils sont super talentueux, et à la moindre occasion, ils se barrent, c'est pas si grave que ça arrive dans tous les clubs. Mais ça fait écho évidemment aux phrases de Ponceau qu'il avait prononcées il y a quelques mois, où il expliquait que voilà, Paqueta, Guimarães, tout ça, ils n'avaient pas une bonne mentalité parce que dès qu'il y avait une grosse offre sur eux, ils avaient voulu partir. Bah là, c'est exactement ce qu'il a fait, Malo Gusto. C'est exactement ce qu'il a fait. Et lui, il n'a pas voulu prolonger. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'après, il fait un tacle sur Guimarães, mais même pas déguisé, hein, c'est un tacle frontal, parce qu'il dit, Bruno Guimarães, en fait, enfin voilà, il y en a certains au mercato dernier, qui dès que l'offre est arrivée, ils m'ont tout de suite appelé pour me dire qu'ils voulaient partir. Ce que apparemment Malo Gusto n'a pas fait, c'est-à-dire que Malo Gusto, il a dit qu'il voulait partir, mais il a accepté la requête de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire de rester au club 6 mois de plus, et ensuite partir à Chelsea. Ce que apparemment Bruno Guimarães n'aurait pas fait. Et en soi, bon bah c'est bien, c'est très bien de la part de Gusto. Si le club te demande de rester encore 6 mois parce qu'ils ont besoin de toi sportivement, c'est bien de le faire. Et peut-être que c'est pas super de la part de Bruno Guimarães. Ça permet aussi de remettre en perspective certains joueurs où on avait l'impression qu'ils étaient très 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 impliqués dans le projet, mais en fait pas tant que ça. J'aimerais quand même dire que Bruno Guimarães, on lui a clairement fait comprendre qu'on voulait qu'il se casse et récupérer l'argent de Newcastle. Ça peut aussi se comprendre que le joueur, il se sent pas très respecté et finalement pas très apprécié sportivement au club. C'est-à-dire qu'en fait, on t'aime bien, sportivement t'es bon, mais dès qu'on peut te vendre, on va le faire parce qu'on a des dettes et on a besoin de cet argent. Donc, c'est vrai que le gars, faut pas aussi le prendre pour une poire, c'est-à-dire qu'il y a un club qui met 45 millions d'euros sur toi, et on te demande de rester encore 6 mois. Moi, je préfère un mec qui dit bon, moi, je veux partir. Il se casse, mais plutôt que voilà, au moins il reste pas. Il va pas rester 6 mois dans le club de l'Olympique Lyonnais en n'étant pas concerné par le projet, en sachant qu'à la fin de l'année, il va se casser de toute façon à Newcastle. Ça a pas de sens. Le mec, il a envie de partir. C'est logique. Franchement, c'est très très bien pour Malo Gusto s'il reste et qu'il va mouiller le maillot à tous les matchs. Bravo à lui. Mais de là à le prendre comme un exemple et à tailler Paqueta, Guimarães, et vraiment publiquement, parce que là, bon, c'est un tacle à peine déguisé, mais dans l'autre interview d'il y a quelques mois, là, les mots étaient lâchés, c'est-à-dire c'est Bruno, Paqueta, Guimarães, les noms, les blazes, étaient lâchés. Et ça, le joueur, il a vent de ce genre d'interview. Et c'est donnant-donnant. Le joueur, il est venu, il a joué pour toi, il t'a permis sportivement d'être pas si dégueulasse. Et derrière, tu récupères une somme d'argent énorme. C'est donnant-donnant quelque part. Si après, toi, tu viens cracher sur ces joueurs en mode ouais, vas-y, de toute façon, ils n'étaient pas attachés au club, ok, mais c'est con, parce que peut-être que lui, dans 5, 6, 7 ans, il aurait peut-être eu envie de revenir à l'Olympique Lyonnais, comme l'a fait Lacazette, Lovren, ces mecs comme ça. Bah, cracher sur des mecs comme ça, parce qu'ils ont voulu partir, ça peut être à double tranchant. Voilà, bref, ça c'était pour le cas de Malo Gusto avec Aulas et Ponceau. Mais il y a une autre phrase du 3e larron sur Malo Gusto qui m'a fait péter un câble, c'est la phrase de Chirou. On a fait le choix de ne pas recruter un arrière-droit expérimenté pour laisser Malo Gusto s'exprimer.
et de peut-être être valorisé et d'être recruté par un grand club comme Chelsea. Donc, le choix de ne pas recruter un arrière droit, c'était un choix financier, d'après ce que nous dit Chérou officiellement en conférence de presse. La thune, mais pas la thune en sens investissement, dans le sens vente. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux afficher des ambitions, vouloir être en Ligue des Champions, et à côté de ça, dire publiquement que tu voulais le vendre le plus cher possible. Tu voulais qu'il prenne de la valeur. En plus de ça, tu dis être recruté par un grand club comme Chelsea. Il pouvait pas être recruté par l'Olympique Lyonnais? On n'est pas un grand club, nous? Il me semble bien qu'à une époque, il y a un petit Gonalon qui avait pris très très cher pour avoir dit ça, pour avoir supposé qu'on n'était pas parmi les grands clubs dans le monde. Moi, je crois lire que Chérou dit pareil. Mais alors pareil, il dit on n'est pas vraiment un grand club. Voilà, on n'est pas dans la même dimension. Ce qui est vrai, c'est la réalité. Chelsea, ils n'ont pas la même manne financière que nous. Voilà, nous on est clairement plus dans le top 20 européen. Faut pas déconner. Mais en plus de ça, enfin vraiment le parler d'un joueur, et en plus publiquement, parler d'un joueur comme une valeur marchande, sans même parler du sportif, sans même dire que voilà, on voulait qu'il se développe pour qu'il nous apporte sportivement, c'est une erreur de com, mais monumentale. Et si tu parles comme ça en conférence de presse, comment tu parles dans la vie de tous les jours avec les joueurs? Comment tu parles d'eux? Parce que les joueurs, ils le sentent quand ce sont des machines à fric, quand ils savent qu'en fait ce sont des valeurs marchandes. C'est pas le plus grand respect que tu puisses leur faire aussi. Ouais, on va te vendre le plus cher possible, c'est pas... Ils le sentent ça les joueurs. Et des fois tu vois des joueurs qui, à l'Olympique Lyonnais, ils arrivent, puis après ils baissent un peu de niveau, ils veulent partir, il y a une mauvaise ambiance, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de la mauvaise ambiance qui est aussi alimentée par la direction? Et je me pose la question. Avec des phrases comme ça, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, waouh, celle-là, elle est belle. Donc, je rappelle la phrase de Vincent Ponceau, qui estime avoir réussi à créer du mouvement dans l'effectif pour changer l'état d'esprit. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un problème d'attitude et que le vestiaire, en fait, il vivait mal. Là, t'as Aulas qui nous dit « Ceux qui n'avaient pas le fighting spirit, c'est pas moi qui les ai embauchés. » À ce moment-là, je crois que c'était après une question sur Juninho, donc voilà, c'est clairement... alors peut-être, il parlait de Maurice, mais il parlait avant de Juninho, et Maurice a jamais été évoqué. Donc ce qu'il faut comprendre, logiquement, c'est qu'il parlait de Juninho. Et pour dire, en fait, voilà, c'est Juninho, il a recruté que des mecs qui en foutent rien, et nous, en fait, et le pauvre Bruno Chéroux, et le pauvre Vincent Ponceau, et le pauvre Jean-Michel Aulas, bah, ils sont en train de récupérer les pots cassés. Donc là, ils font de leur mieux, mais forcément, ils essayent de changer là tous ces mecs-là, et du coup, ça prend un peu de temps pour régénérer l'effectif. Soit, mais moi, j'ai quand même une question, c'est qu'on a changé... Donc là, ils sont quand même satisfaits du mercato, donc ça veut dire que les mecs qui foutaient le bordel dans le vestiaire, ils les ont dégagés. Donc, vu comment il parle en bien de Malo Gusto, c'est pas lui. Donc là, on a 3 mecs en prêt. Jeffrey Nalelid, Romain Fèvre et Tété. Bon, après, il y a Camilo aussi, mais Camilo, il joue jamais avec l'équipe première, il est toujours prêté par-ci par-là, donc on s'en fout. Romain Fèvre, c'est Bruno Chéroux. Tété, c'est Bruno Chéroux. Le seul où on peut avoir un doute, c'est Jeffrey Nalelid, qui a été acheté par Maurice. Je crois que c'est Maurice qui l'avait ciblé, c'est Juninho qui a peut-être validé à la fin, qui est intervenu peut-être au final, enfin un truc comme ça, c'est pas très clair, on sait pas si c'est lui ou Maurice, ça pencherait plutôt sur Maurice. Mais soit, admettons c'est Juninho, Jeffrey Nalelid, il serait responsable à lui seul de toute la mauvaise ambiance dans le club? Quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Moi, ça n'a pas de sens en fait.
Et c'est pas moi qui les ai embauchés, ceux qui avaient pas le fighting spirit. Il parle de qui? Encore une fois, Boateng, à la limite, alors là, mais Juninho total. Et lui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'en dégager, probablement qu'il a pas le meilleur fighting spirit possible en ce moment. Mais à part ça, c'est qui les mecs qui ont pas le fighting spirit, qu'on peut clairement identifier? Moussa Dembélé, bien avant Juninho, ou Oussem Aouar, formé au club. Je vois pas d'autres mecs, parce que le petit Enrique, on sait pas, mais on le voit souvent régulièrement, on a l'impression d'être un... Voilà, il a pas le talent, mais globalement, il fait les choses pour l'équipe, il a l'air d'être pas égoïste, je pense pas qu'il foute la merde dans le vestiaire. D'ailleurs, il y a une interview avec l'Olympique Lyonnais où en fait, il y a un gars qui l'invite dans sa voiture pour écouter un peu quel titre, quelle musique il écoute. Et quand même, on se rend très très vite compte que le gars a l'air sympathique. Il a l'air, ça a l'air d'être un bon gars de vestiaire. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de cette interview. Donc moi, je comprends pas cette phrase-là. Ces tacles sur Juninho, ça me ressemble à plus de haine et de rancœur que de véritable objectivité. Surtout qu'en plus, il dit, c'est pas moi qui les ai embauchés, mais parce que t'es... Moi, il me semblait bien que Jean-Michel Aulas était le président de l'Olympique Lyonnais depuis 35 ans. Il n'y a pas un moment donné où il a perdu ce statut et que c'est Juninho qui était président du club. Donc ça me paraît bizarre. Cette phrase n'a pas de sens quelque part. Normalement, tu es censé savoir qu'est-ce que font ton directeur du sportif, qu'est-ce que font ton directeur du recrutement. Tu t'es censé connaître un peu, tu es censé être impliqué dans le club. Donc ça n'a pas de sens. Surtout que, je veux dire, là, c'est pas toi qui les as embauchés, les nouveaux, là. C'est Bruno Chéroux qui a embauché. C'est lui le directeur du recrutement, c'est pas toi qui embauche les gens. Bon, bref. Ola, c'est quand même très coutumier des phrases qui n'ont pas de sens et il dit quand même, je trouve, beaucoup de bêtises. Parce que pareil, je vais être honnête, sur la phrase qui m'a fait péter un câble sur notre ami Joao Gomez, où il a dit, ouais, en fait, on est venu et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas vraiment... on s'est déplacé et en fait, il voulait pas venir. Et donc tous ceux avec qui on avait des pistes, ils ont pas apprécié et du coup ils se sont désistés. Ensuite, il y a Vincent Pousseau un peu plus tard qui a essayé d'expliquer plus en profondeur et qui a un peu contredit la version de Jean-Michel Aulas. Parce que lui, il a dit, sur les joueurs qu'on avait ciblés, ils sont pas venus surtout parce qu'au mercato d'hiver, c'est compliqué. Il y a la problématique de changer d'environnement brutalement, la problématique des familles, donc c'est pas si facile que ça. Donc soit c'est Aulas qui dit vrai et Vincent Pousseau qui dit faux, soit c'est le contraire, mais dans tous les cas, au minimum ce que ça montre, c'est que il y en a un des deux qui est pas concerné, quoi, qui sait même pas vraiment ce qui se passe dans le club, et c'est grave, parce que c'est le président, et l'autre c'est le directeur du sportif. Il y a ces gens-là ne peuvent pas se contredire, comme le disait Antoine Desidito plein de fois, avec les différences de propos entre Bruno Chéroux et Vincent Pousseau, c'est pas normal. Ils doivent aller sur la même ligne. C'est pas normal. Petite punchline, encore une fois, Aulas, sur Camilo, qui a été prêté à Molenbeek. Camilo qu'on a acheté 1 à 2 millions, qui était un peu dans le deal avec Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes et Paqueta, on rappelle, qui nous ont permis de faire des plus-values très très importantes. Donc effectivement, Camilo, on peut clairement dire qu'on a perdu 1 à 2 millions dans l'affaire là. Donc, clairement, ce joueur, on ne fait que de le prêter. Alors ce qui est bien, c'est qu'on ne paye pas trop son salaire, mais sinon, il joue jamais, il est jamais avec l'équipe première. Mais sur ce cas-là, il dit, ce qui est vrai, il dit, il y a des choses qui n'ont pas été très bien faites. On se demande de qui il parle. Mystère. Vraiment. J'ai l'impression qu'il veut nous faire dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu dans cette phrase-là. Aïe, aïe, aïe. Comment tu peux ainsi... Bien sûr que bien sûr que Camilo, c'est un échec, mais c'est un échec à 2 millions. Il y en a 1 milliard dans tous les clubs, mais tous les clubs, même les clubs les plus modèles,
même Lens, Toulouse, il y a des mecs à 1-2 millions, tu les connais même pas, et ils jouent jamais avec l'équipe première. Il y a bien sûr toujours des transferts ratés. Donner cette phrase, c'est des pics qui sont pas nécessaires. Vraiment, Aulas, il se dessert quand il fait ça, parce que il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. C'est la même chose avec ces phrases qu'il dit tout le temps. Sur j'ai 35 ans d'espérance, je suis le meilleur. On le sait que tu as énormément d'espérance. On sait tout ce que tu as fait pour le club. Il n'y a pas besoin de le redire à chaque interview. Parce que il faut qu'il comprenne, mais je pense qu'il ne comprendra jamais, qu'à un moment donné, bah ouais, ça agace. Ça agace un peu parce que c'est un peu arrogant quand la situation elle est aussi catastrophique actuellement que bah, ton dirigeant, ton président te dise bah ouais non mais je suis le meilleur. On trouve que c'est un peu indécent. Et il y a personne ne va vivre positivement ce genre de réponse. Personne n'avait oublié que c'était un très très grand dirigeant qui a une expérience exceptionnelle. On est tous au courant, sauf que là actuellement ça se passe mal et on voudrait un peu plus d'honnêteté. Parce que quand à un moment donné, il y a un journaliste qui lui dit « Mais est-ce que vous auriez quelque chose à dire ?» aux supporters qui sont pas violents, mais qui sont juste désabusés, qui sont juste lassés de cette situation, qui limite en fait ne veulent plus suivre l'Olympique Lyonnais. Il le regarde et il fait « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Vous feriez quoi à ma place ?» Sous-entendu, en fait, ce qu'il faut comprendre, quand t'es supporter, que dans ce cas-là, t'es un peu désabusé, bah Jean-Michel Aulas, il te dit, bah moi j'ai rien à te dire, je n'ai rien à te dire, voilà, je sais pas quoi te dire. C'est dommage parce que tu pourrais parler un peu plus avec ton cœur. Je pense qu'il y a, tu peux peut-être mieux te défendre honnêtement. C'est dommage. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je parle. Peut-être 20 minutes, désolé si c'est un peu long et des fois si c'est un peu... 42 minutes, pardon, oula. Ouais, bah désolé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère ne pas avoir été trop long et trop chiant, mais écoutez, je pense que ça a mérité quand même de s'atteler sur toutes ces petites phrases. Je souhaite le meilleur à l'Olympique Lyonnais, je croise les doigts pour qu'on puisse remonter un peu au classement et qu'on puisse peut-être faire quelque chose en Coupe de France. J'y crois pas trop aujourd'hui, mais on verra, on sait jamais. En tout cas, vive l'Olympique Lyonnais et on espère qu'on aura des jours meilleurs. Ciao les gars.